Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle saison de webinaire qui démarre pour l'année 2025. Donc aujourd'hui, on inaugure cette nouvelle saison qui est orientée sur la mise en lumière de travaux de recherche récents sur la bio et incarnés par des jeunes chercheurs qui viennent présenter des résultats de recherche sur la bio et apporter des points de réflexion dans une perspective de transition. Alors, le programme s'affiche sur votre écran normalement. Il est donc, comme je l'ai dit, inauguré par Lucas Etienne qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Bon, j'y reviens juste après. Et puis, nous parlerons aussi au fil des épisodes qui vont s'échelonner jusqu'à fin juin d'agronomie globale, d'écotoxicologie, de sciences politiques. Il y en aura pour tous les goûts. Donc, n'hésitez pas à bien suivre la programmation qui vous sera adressée au fil de l'eau. Aujourd'hui, donc, Lucas nous accompagne pour ce premier webinaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi les actualités de la chaire agriculture biologique l'année dernière, Lucas Etienne est le lauréat du prix de thèse, du premier prix de thèse décerné par la chaire agriculture biologique en 2024. Donc, ce prix de thèse avait vocation à mettre en avant des travaux récents de recherche d'excellence dans différents domaines scientifiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Lucas nous a promis d'intervenir aujourd'hui. Et donc, pour sa présentation, Lucas, bonjour, tu es attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Montpellier. Tu t'intéresses en recherche à l'impact de l'usage des sols sur la diversité et l'abondance de la biodiversité souterraine, si j'ai bien compris. Donc, tu t'intéresses notamment au columbole et au carabe. On n'en parlera pas forcément aujourd'hui. Et tu as aussi une activité d'enseignement, notamment sur du traitement et de l'analyse de données en écologie. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, pour le déroulement de cette séquence, on est parti pour une petite heure d'échange sur la trame générale. Tu vas nous présenter les différents résultats que tu voulais nous annoncer sur la demi-heure qui arrive. Et puis, on aura ensuite une session de questions et réponses avec les personnes qui nous écoutent. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous avez normalement une rubrique questions et réponses qui est ouverte et dans laquelle vous pouvez faire apparaître vos questions au fil de la présentation de Lucas et nous pourrons les traiter autant que possible en fin de présentation. Lucas, je te laisse la main. Oui. Alors, déjà, merci beaucoup. Je vais adresser un petit remerciement quand même pour ce prix de thèse. Donc, c'est toujours plaisant de pouvoir présenter ces travaux et de voir qu'ils peuvent être valorisés. Donc, effectivement, aujourd'hui, je voulais vous présenter donc ces certains travaux que j'ai pu effectuer en thèse. Donc, c'est toujours des travaux sur plusieurs années. Donc, le but, c'est de se focaliser sur certaines choses qui peuvent intéresser. Donc, ma thèse, donc, c'était de 2019 à 2022, et elle avait pour nom l'analyse des effets de la structure des paysages et des pratiques agricoles sur les niveaux d'usage des produits phytosanitaires en culture pérenne. Alors bon, les thèses, elles ont toujours des noms un peu longs, mais dans l'idée, je cherchais à voir l'effet du paysage sur l'utilisation des pesticides. Et ça, en culture pérenne, donc en vigne et en pommier, donc je reviendrai là-dessus. Donc c'est une thèse qui a été faite dans l'unité de recherche plantes et systèmes de culture horticole, PSH, qui est à Avignon, et aussi en collaboration avec l'UMR Save, donc où j'étais encadré par Pierre Franck, Adrien Ruche, de l'UMR Save, donc à Bordeaux, et Claire Lavigne, de PSH. Donc, cette thèse, le but c'était de traiter de l'écologie du paysage, donc de l'effet du paysage sur l'utilisation des pesticides. Alors comment on peut se dire que finalement le paysage peut avoir un effet sur les pesticides? Donc je voulais un petit peu introduire tout ça. Dans un premier temps, hop, dans l'idée, nous on a une parcelle. Dans cette parcelle, on veut qu'il y ait une certaine productivité, et pour qu'il y ait une certaine productivité, ben, il faut combattre certains ravageurs et pathogènes qui se trouvent dans cette parcelle. Donc contre ces ravageurs et ces pathogènes,
euh, on utilise très souvent des produits phytosanitaires, donc ce qu'on va appeler des pesticides, pour assurer une certaine productivité de la parcelle. Sauf que cette parcelle, en fait, elle n'est pas au milieu de nulle part, elle est toujours inscrite dans un certain paysage. Et ce paysage, c'est finalement ce qu'on va retrouver autour de la parcelle. Alors ce paysage, il est structuré en différentes composantes. Très souvent, quand on travaille en écologie du paysage, on va parler notamment de cultures hôtes. Donc les cultures hôtes, c'est finalement les cultures qui peuvent abriter les mêmes bioagresseurs. Donc quand je dis bioagresseurs, c'est les pathogènes et les ravageurs, donc les mêmes bioagresseurs que la parcelle qui est cultivée et qui nous intéresse. Donc, dans l'idée, dans cet espace, autour de notre parcelle, on aura d'autres parcelles de cette culture hôte. Et quand on regarde un petit peu dans la littérature scientifique, finalement, on se rend compte que les travaux, ils tendent plutôt à dire que en augmentant les cultures hôtes dans le paysage, on aurait plutôt tendance à augmenter aussi les bioagresseurs, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de ressources pour ces bioagresseurs dans le paysage et donc dans la parcelle qui nous intéresse. Alors très souvent dans ces travaux-là, on s'intéresse aussi aux habitats semi-naturels, donc un petit peu en opposition aux cultures hôtes. Donc les habitats semi-naturels, sont des zones qui sont quand même entretenues par l'homme, mais qui auront plutôt tendance à offrir un petit peu de diversité, notamment pour des prédateurs, des ravageurs. Et donc on peut nommer par exemple les prairies, les forêts, les haies, les bois, bref, il y a pas mal de choses qui sous-entendent, enfin, qui sont dans cette catégorie d'habitats semi-naturels. Et donc, quand on regarde la littérature scientifique, on a plutôt tendance, en augmentant les habitats semi-naturels dans le paysage, à augmenter à la fois les ennemis naturels, donc c'est-à-dire, on peut prendre des exemples, hein, les chauves-souris, les oiseaux, les araignées, les choses comme ça, donc qui vont plutôt prédater les ravageurs qui sont traités contre enfin, avec les pesticides. Mais en plus de ça, en augmentant les habitats semi-naturels dans le paysage, on a aussi plutôt tendance à diminuer, finalement, en termes de proportion, le pourcentage de cultures hôtes. Donc le fait d'augmenter les habitats semi-naturels, on augmente aussi, enfin on diminue aussi les ressources des bioagresseurs, et on peut retrouver aussi des effets de barrière sur la dispersion, notamment avec les haies, qui peuvent bloquer une partie de la dispersion des spores, des ravageurs, etc. Donc ça, c'est deux composantes assez principales qui vont être beaucoup étudiées dans l'écologie du paysage. Donc évidemment, moi, c'est une chose sur laquelle je m'intéressais, mais il y avait une autre chose qui était pas énormément étudiée, notamment pendant la thèse, et toujours pas non plus énormément aujourd'hui, c'est finalement les pratiques dans le paysage. Alors moi, je me suis intéressé plus particulièrement à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, pareil, quand on regarde un petit peu la littérature scientifique, on voit que le fait d'avoir de l'agriculture biologique, ça va plutôt augmenter la biodiversité. Sauf que dans cette biodiversité, il y a à la fois les ennemis naturels, donc qui vont faire de la prédation sur nos ravageurs, mais à la fois aussi, ça peut augmenter les ravageurs. Donc il y a pour moi une sorte de balance entre les deux, où on ne sait pas exactement quel sera l'effet de l'augmentation de l'agriculture biologique dans le paysage. Et c'est dans ce cadre-là que ma thèse s'inscrit, avec, si je pouvais résumer ma thèse avec une problématique, ça serait: existe-t-il des contextes paysagers favorables à la réduction des pesticides? Dans cette idée, vraiment, par rapport à cette problématique, au moment où j'ai fait la thèse, donc jusqu'en 2000, toute fin 2022, il n'y avait pas vraiment énormément de travaux qui traitaient cette idée, donc effet de paysage sur les pesticides. On avait même recensé 3 qu'on avait pu voir aux États-Unis, en Espagne et en Australie, donc qui se proposaient de travailler sur ces problématiques-là. Globalement, ils regardaient les fongicides, ils regardaient les insecticides et puis ils regardaient aussi sur différentes cultures, donc vigne, coton par exemple. Globalement, quand on regarde les résultats de ces études-là, à ce moment-là, on pouvait en conclure 2 choses: c'est que l'augmentation des habitats semi-naturels, ça avait plutôt tendance à diminuer l'utilisation des pesticides. Et à l'inverse, quand dans le paysage, on augmentait les cultures hôtes et qu'on homogénéisait le paysage, c'est-à-dire qu'il y avait des parcelles beaucoup plus grandes, beaucoup plus de monoculture, ben on avait plutôt tendance à augmenter les pesticides.
Donc si on revient à nos hypothèses et par rapport à la littérature scientifique, donc on voyait que le paysage il avait des effets sur les ravageurs et sur les pathogènes, et du coup on pouvait émettre des hypothèses sur les pesticides, parce que c'est les pesticides qui vont traiter ces bioagresseurs. Globalement, quand on regarde les cultures hôtes, on aurait plutôt tendance à émettre l'hypothèse que, en les augmentant dans le paysage, on aurait plutôt tendance à augmenter les bioagresseurs, diminuer les ennemis naturels et donc augmenter les pesticides par l'augmentation des ressources dans le paysage pour les bioagresseurs, donc des bioagresseurs et donc augmentation des pesticides. À l'inverse, pour les éléments semi-naturels, donc je disais les haies, les prairies, les bois, on aurait plutôt tendance à diminuer les bioagresseurs parce qu'on augmenterait notamment les ennemis naturels. Et donc, notre hypothèse était qu'en augmentant les habitats semi-naturels, on aurait plutôt tendance à avoir une diminution à la fois des insecticides et à la fois des fongicides. Maintenant, il restait aussi ces hypothèses par rapport à l'agriculture biologique dans le paysage. Donc ça fait des années déjà que l'agriculture biologique dans le paysage, elle augmente, hein. Et du coup, forcément, on se pose la question de qu'est-ce que ça fait l'augmentation de cette agriculture biologique dans le paysage? Ben, c'est pas si simple parce que finalement, on sait qu'effectivement, ça aura tendance à plutôt augmenter les ennemis naturels, mais sur les bioagresseurs, bah, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que ils vont être favorisés, mais du coup, ça va être, en termes de balance, être contrebalancé par l'augmentation des ennemis naturels ou pas? Donc ça, c'était une question, notamment de la thèse, et qui a amené ces travaux-là. Donc là, je vais vous présenter une partie des travaux thèse, et notamment une partie qui a été publiée dans un journal scientifique, donc Agricultural Systems, donc qui se voulait travailler sur cette problématique de l'effet du paysage sur les pesticides, et ça à large échelle. Donc quand je dis large échelle, c'est qu'on a voulu prendre en compte une étendue nationale, donc en prenant en compte la France. Et si on voulait prendre en compte la France, ben, il nous fallait différentes bases de données. Donc forcément, il nous fallait une base de données sur l'utilisation des pesticides, il nous fallait une base de données sur le paysage, et en plus de ça, il nous fallait également une base de données sur le climat, parce que forcément, on a des climats qui sont différents en France, et on sait que le climat a un impact très important sur les bioagresseurs, donc même si c'était pas la problématique, eh ben, il fallait quand même qu'on le prenne en compte. Donc pour ça, on a fait appel à différentes bases de données nationales, et ma thèse a porté sur l'analyse de données de ces bases de données. Donc la première étape, c'était de récupérer l'utilisation des pesticides. Alors pour l'utilisation des pesticides, on a fait appel à Agrosist, donc le réseau des filles dans le plan Ecophyto, où on pouvait avoir l'utilisation des pesticides de différents systèmes de culture. Je vais revenir sur ça parce que c'était assez important dans le cadre de ma thèse, où on avait du coup des utilisations de pesticides de 2014 à 2019. Pour ça, on a récupéré, nous, deux cultures qui nous intéressaient, deux cultures pérennes, les pommiers et les vignes. Alors pourquoi ça? Parce que tout simplement, ce sont des cultures qui sont très traitées. Voilà, notamment les pommiers, c'est la culture la plus traitée en France métropolitaine. La vigne n'est pas loin derrière. Et du coup, moi, ça portait sur ces cultures pérennes. Et il faut savoir que dans le projet, il y avait différentes thèses. Et moi, j'étais sur l'effet des pesticides sur l'utilisation des pesticides en culture pérenne, mais il y avait la même chose aussi en culture annuelle. Donc nous, ici, on se concentre en culture pérenne, et donc pommier et vigne. Et on avait l'utilisation des pesticides dans différents systèmes de culture, en pommier, en vigne. Alors, système de culture, ici, dans notre base de données, en fait, ça voulait dire plusieurs parcelles proches qui avaient les mêmes pratiques. Voilà, donc au lieu d'avoir juste une parcelle, on avait différentes parcelles qui étaient globalement similaires. Et donc on se retrouvait avec 64 systèmes de culture en pommier, 138 systèmes de culture en vigne qui étaient suivis du coup de 2014 à 2019. Donc on avait toute une évolution. Et vous voyez sur la carte, donc il y a les points violets, c'est les systèmes de culture vigne, et les points rouges, c'est le système de culture pommier. Donc on essayait de balayer un petit peu différentes régions. Alors, on n'a pas forcément toutes les régions viticoles, par exemple, mais on essayait d'avoir un maximum de systèmes de culture avec une certaine diversité de paysages, de climat.
Et ici, nous, on a sélectionné les systèmes de culture en conventionnel, donc en raisonné ou en intégré, tout simplement parce que c'est déjà des grosses analyses, et du coup, on s'était focalisé un petit peu sur ces systèmes de culture-là. On a donc notre base de données avec l'utilisation des pesticides, mais l'utilisation des pesticides, en fait, on peut la mesurer de plein de manières différentes. Alors, nous, on a décidé, on a fait pas mal de mesures d'utilisation des pesticides, mais là, celle que je vais présenter, c'est l'indice de fréquence de traitement, donc l'IFT, qui est un indice assez connu dans ce milieu-là. Et donc, notre but, c'était de calculer un IFT à la fois sur les insecticides et à la fois sur les fongicides, parce qu'on avait l'hypothèse que peut-être qu'il n'y avait pas des effets similaires sur les insecticides et sur les fongicides. Et on s'est donc focalisé sur les insecticides et les fongicides de synthèse. Voilà. Donc dans ces parcelles conventionnelles. Alors l'IFT, qu'est-ce que ça veut dire? L'IFT, donc c'est cette formule, c'est la dose appliquée divisée par la dose de référence fois la proportion de la surface de la parcelle traitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que si on traite avec la dose de référence, donc la dose qu'on nous propose d'utiliser sur toute la parcelle, ça fait un IFT de 1. Voilà, tout simplement. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ça arrive très souvent qu'il y ait des IFT qui soient moins de 1. Alors, beaucoup plus souvent moins de 1 que plus de 1, parce que notamment au début de saison, il peut avoir des doses appliquées qui sont beaucoup plus faibles que les doses de référence, donc une sorte euh, de prévention, notamment sur les fongicides, et petit à petit, ça peut augmenter au cours de la saison. Et donc, on avait notre IFT, et on calculait notre IFT sur l'ensemble de l'année, et enfin de la saison, et du coup, on avait cet IFT insecticide ou fongicide. Donc ça, c'était notre première, c'était la mesure finalement qu'on allait étudier. Et pour donner un petit peu une idée de qu'est-ce que ça donne en termes de valeur, bah, sur les pommiers, les insecticides, on avait à peu près 6 IFT et 19 en fongicides, pommiers. Pour les vignes, c'était un peu moins de 2. Alors, parce qu'il y a des vignes qui ne sont pas forcément traitées en insecticide, du moins en insecticide de synthèse. Donc là, on a transformé ça en probabilité traitée, mais je vais revenir dessus juste après. Et pour les fongicides, on était plutôt autour d'un IFT de 8, pour donner un petit peu une idée. Alors, comme je disais, donc on a la mesure de l'utilisation des pesticides, mais on a aussi besoin, enfin, on avait aussi besoin du climat. Voilà. Donc, c'était pas ça qui nous intéressait en soi, mais on était obligé de le prendre en compte parce que forcément, ça a un effet qui peut être relativement fort. Notamment, les zones plus humides auront tendance à avoir peut-être plus de champignons et potentiellement, du coup, plus de fongicides qui sont appliqués. Donc, pour ça, on a fait appel à une autre base de données qui s'appelle la base de données Safran de l'UMR AgroClim. Donc on a tous les facteurs météorologiques de Météo France. Et en fait, on a la France qui est découpée en mailles de 64 km², donc plein de petites mailles. Et dans ces petites mailles, on a plein d'informations, l'humidité, les précipitations, les températures, etc. Donc sur toute la période temporelle qu'on avait sur l'utilisation des pesticides. Alors, ce qui se passe, c'est que forcément, il y a énormément d'informations météorologiques. Donc, le but, c'était un petit peu de simplifier ça tout en gardant au maximum les informations. Alors, ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on appelle une ACP. Dans l'idée, c'est juste chaque système de culture était associé à ce qu'on appelle un profil climatique. Et ce profil climatique, ben, il était associé à certaines températures qui étaient plus ou moins corrélées à d'autres informations, l'humidité, l'évapotranspiration, etc., etc. Donc il y avait plein d'informations et on résumait toutes ces informations juste en un profil climatique qu'on mettait ensuite dans notre modélisation parce qu'il fallait qu'on le prenne en compte et que c'était important. Donc ça, c'était pour la partie climat. Et la partie la plus compliquée, on va dire, dans cette thèse, c'était la récupération du paysage. Parce que forcément, on n'a pas. euh, Enfin, il y a des bases de données sur le paysage, mais il y en a plusieurs. Certaines, elles indiquent certaines informations, mais non pas d'autres. Et inversement pour d'autres bases de données du paysage. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a réuni différentes bases de données du paysage pour créer notre paysage et pour ensuite pouvoir faire les analyses. Donc il y avait deux bases de données principales. Il y avait le registre parcellaire graphique
le RPG. Donc, c'est quand on fait une demande de politique agricole commune, de PAC, donc on doit indiquer la parcelle où on est et qu'est-ce qu'on cultive pour avoir certaines aides. Et donc, chaque année, il y a une cartographie finalement de ces différentes parcelles. Alors, ça va plus se concentrer sur les cultures annuelles, mais on a quand même aussi des pommiers, des vignes notamment, ou alors des prairies. Donc il nous manquait aussi certaines informations, hein, notamment sur les zones plus pérennes, comme les forêts, les bois, les haies, les choses comme ça, qui n'étaient pas forcément dans le RPG. Pour ça, on a fait appel à une autre base de données, du coup, qui s'appelle la BD Topo Végétation, et qui a plutôt des informations sur les habitats semi-naturels. Donc les forêts, les bois, les haies, notamment. Et donc, tout simplement, on prenait ces bases de données et on les mettait ensemble pour les compléter. Voilà. Et pour créer notre paysage. Donc, pour vous donner un petit exemple de reconstruction du paysage, donc là, j'ai pris une commune. Donc, à gauche, on avait notre RPG où il y avait certaines informations, les grandes cultures, les vergers, les vignes, les prairies. Et on additionnait ça avec la BD Topo-Végétation qui avait d'autres informations. Euh, complémentaires, donc un peu plus d'informations sur les zones pérennes, notamment les vignes et les vergers, mais surtout les bois et certaines prairies. Alors, du coup, on mettait les deux ensemble et ça donnait ce paysage de la commune avec beaucoup plus d'informations que si on avait pris que l'un ou que l'autre. Et toutes les zones blanches, bah, c'était très généralement des zones d'habitation qui nous ont pas intéressés, du moins dans cette modélisation-là. Donc on récupère ce paysage et ensuite Petit, petite information qui est importante, c'est que, comme je vous disais, on avait des systèmes de culture. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas qu'une parcelle, on avait plusieurs parcelles homogènes, mais quand même plusieurs parcelles. Et on avait, pour ces systèmes de culture, une commune associée. On savait que voilà, c'était dans cette commune-là. Ce qui fait que on n'avait pas exactement l'information, la localisation exacte des parcelles du système de culture. On savait où ça se situait, mais on ne savait pas exactement où. Donc pour pallier ce problème et pour récupérer le paysage, bah, en fait, on a considéré que dans notre commune, toutes les parcelles étaient potentiellement une parcelle du système de culture. Et donc pour ça, on a récupéré à chaque fois des zones autour de ces différents patchs, de ces différentes parcelles, et puis on récupérait le paysage et on faisait un paysage moyen. Ça veut dire qu'on associait à notre système de culture un paysage moyen pour les parcelles qui composent ce système de culture. Et donc c'est comme ça qu'on récupérait le paysage. Donc on avait toutes les zones à habitat semi-naturel, les cultures hautes, et maintenant il nous manquait aussi l'information sur l'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique qui pour le coup venait d'une autre base de données, donc qui nous a été gentiment proposée par l'agence bio, où du coup on pouvait récupérer la surface en agriculture biologique, que ce soit en vigne ou en verger, au sein de la commune. Donc ce qui fait qu'on pouvait associer un certain pourcentage de vignes ou de vergers qui étaient en agriculture biologique. Il y avait quand même petite chose quand même à noter, c'est que quand il y avait moins de 3 exploitations dans la commune, il y a ce qu'on appelle le secret statistique. Et vu qu'il y a le secret statistique, on n'a pas exactement la taille des exploitations qu'il y a au sein de cette commune. Donc quand il y avait le secret statistique dans la commune, il fallait faire une petite modélisation qu'on a faite, donc en imaginant quelle est la taille moyenne d'une exploitation, et donc en voyant au sein de la commune à peu près quelle est la part d'agriculture biologique qu'il y avait dans cette commune. Et donc tout ça, c'était pour recréer finalement notre paysage et avoir des informations sur le paysage autour de nos systèmes de culture où on avait les informations sur l'utilisation des pesticides. Donc c'est un gros travail, en fait, ça a été un gros travail de récupération de bases de données et aussi un gros travail finalement de modélisation ensuite statistique. Du coup, les paysages, finalement, entre pommiers et vignes, bah, ils n'étaient pas exactement similaires. Donc si on repense à la carte du début, forcément, il y a pas, c'est pas les mêmes zones qui sont cultivées en vigne ou en pommier. Et donc, vous pouvez regarder sur le graphique les différentes structures qui caractérisent le paysage en fonction de si on est en pommier ou en vigne. Donc les pommiers, ils étaient entourés de certaines proportions de vergers, mais qui n'excellaient pas les 30-40% de vergers. Là où la
quand on est en vigne, on a plus tendance à être dans des paysages qui potentiellement peuvent être beaucoup plus en monoculture, donc avec des proportions dans le paysage qui peuvent être beaucoup plus élevées. Par contre, en termes de zones herbacées, donc là, on voit le petit icône de la plante, là, c'est plus ce qui est prairie. Là, on avait plutôt des choses qui se ressemblaient entre vignes et pommiers. À droite, on a les bois et les haies, donc c'était globalement la même chose. Et enfin, l'agriculture biologique, là, ça pouvait être très très variable en fonction des communes, avec des communes qui n'avaient pas du tout d'agriculture biologique, hein, du moins dans ces, euh, dans ces cultures-là, comme des communes toutes les exploitations de ces cultures étaient en agriculture biologique. Donc des paysages qui étaient quand même différents, ce qui explique ensuite pourquoi on a des résultats un petit peu différents si on est en pommier ou en vigne. Donc pour revenir sur la problématique, moi, c'était exister des contextes paysagers favorables à la réduction des pesticides. Pour ça, maintenant qu'on a nos bases de données, ben, il fallait faire de la modélisation. Donc pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent, c'est le modèle linéaire mixte qu'on a utilisé. Tout simplement, on veut expliquer les IFT par notre paysage. Notre paysage, il est composé soit des cultures hautes, donc vignes ou vergers en fonction de la culture qu'on étudie, soit les habitats semi-naturels, donc les zones boisées ou les zones plutôt herbacées comme les prairies, et l'agriculture biologique. Donc ça, c'était notre paysage, tout en prenant en compte à la fois le climat et à la fois une chose qui est importante dans ce modèle, c'est ce qu'on appelle un effet aléatoire dans la modélisation. C'est tout simplement que, pour faire comprendre au modèle que notre système de culture, bah, c'était le même qu'on suivait au cours du temps. Pour pas qu'il y ait de biais dans la modélisation, mais c'est nécessaire d'utiliser ce genre d'informations. Donc ça, c'était notre modèle. Voilà, on explique les IFT en fonction du paysage, du climat. Alors, pour la vigne, donc je disais que les insecticides, ils étaient pas, insecticides de synthèse du moins, ils n'étaient pas systématiques dans les vignes. Donc pour ça, on a fait un modèle très légèrement différent par rapport aux autres. Pour les insecticides en vigne, on a juste transformé ça en 0,1, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un traitement, au moins un traitement, ou est-ce qu'il n'y en a pas eu. Mais sinon, la modélisation, c'était globalement la même chose. C'est juste pour vous expliquer que juste après, on va voir les résultats et que pour les insecticides en vigne, c'est pas les IFT, mais du coup, la probabilité de traiter qu'on va regarder. Ce qui change un petit peu. Alors, rapidement, concernant les résultats de tout ce que je vous présente depuis le début, donc toute cette analyse par rapport à ces grosses bases de données, donc forcément, il y avait des effets du climat. Donc, on a séparé voilà, fongicides et insecticides. Donc, sur les fongicides, rapidement, vous voyez que l'IFT, il a augmenté sous les climats humides en vigne et en pommier. Alors, c'était peut-être pas des choses très, enfin, c'est des choses auxquelles on s'attendait, mais c'était important quand même de vérifier si ça marchait bien comme ça. Et pour les insecticides, on avait vu aussi un effet significatif enfin en vigne. On voyait que dans les vignobles, la probabilité de traitement, elle augmentait avec les températures et les précipitations, pardon. Donc on avait ces résultats, voilà, sur le climat. Et nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était évidemment le paysage. Alors sur le paysage, du coup, on a différentes composantes qui nous intéressaient, la culture haute, les zones de herbacées, donc les prairies, on va dire, les zones boisées, donc les bois, les forêts, les haies, et l'effet de l'agriculture biologique dans le paysage. Alors j'ai séparé ça encore en fongicides et insecticides, et puis on va voir d'abord l'effet qu'il y avait eu sur les pommiers et l'effet qu'il y a eu sur les vignes. Alors sur les pommiers, donc là vous voyez les différents graphiques, donc on a l'effet de la proportion de vergers dans le paysage sur les IFT fongicides, du pourcentage de bois, de prairies ou d'agriculture biologique autour de la parcelle. Et bien là on voyait que finalement sur les fongicides il n'y avait pas d'effet significatif. Donc il y avait non significatif, d'où le NS, et que finalement ces différentes composantes du paysage, elles n'avaient pas d'impact enfin du moins dans notre modélisation et sur les données qu'on avait, il n'y avait pas d'impact sur l'IFT fongicide en pommier. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que pour les insecticides, il y avait quelque chose qui ressortait, c'était le pourcentage de vergers en agriculture biologique qui avait un impact sur l'IFT fongicide en pommier. Donc vous voyez que quand on passait à peu près de 0, enfin autour de 0% de vergers en agriculture biologique dans la commune à 80, voire plus dans cette commune, ben finalement on avait plutôt une réduction de l'IFT.
C'est-à-dire que le fait d'augmenter ici, dans nos données, les vergers en agriculture biologique dans la commune, avait tendance à diminuer les IFT insecticides en pommier. Et donc ça pouvait aller jusqu'à à peu près 2 points. Donc 2 points d'IFT, ça peut, pour faire très résumé, ça peut être typiquement 2 traitements ou un peu plus. Donc, ces résultats-là, c'était l'augmentation de l'agriculture biologique. Elle avait plutôt tendance à diminuer les IFT. Et alors pourquoi? Bah, on peut se dire que finalement, l'augmentation de l'agriculture biologique dans le paysage, ça va plutôt avoir tendance à augmenter la diversité des ennemis naturels, peut-être le contrôle biologique qu'ils exercent sur les ravageurs, et donc il aura tendance aussi à diminuer les IFT insecticides. Ça, c'était pour pommier. Et pour vigne, donc on retombe là sur l'IFT fongicide. Toujours pas d'effet du paysage sur les fongicides. Par contre, sur la probabilité de traiter en insecticide en vigne, là, il y avait pas mal de choses qui ressortaient. Et des choses qui ressortaient qui n'étaient pas forcément les hypothèses qu'on avait au départ d'ailleurs. Donc en reprenant un petit peu ces résultats, on voit la probabilité de traiter en insecticide qui avait plutôt tendance à diminuer donc en bas à gauche, avec, avec le pourcentage de vignes, l'augmentation du pourcentage de vignes dans le paysage. Donc là, c'était un petit peu contraire à nous, notre hypothèse qu'on avait, qui était qu'en augmentant les culturotes dans le paysage, on augmentait les ressources, et du coup, on augmentait potentiellement aussi les ravageurs, et donc l'utilisation d'insecticides. Mais finalement, ici, nous, dans nos résultats, on avait plutôt tendance à la diminution de la probabilité de traiter. On va discuter juste après de pourquoi, des petites hypothèses par rapport à ça. Donc, le pourcentage de vignes, il avait plutôt, en augmentant, il avait plutôt tendance à diminuer la probabilité traitée. Le pourcentage de bois, il avait aussi tendance à diminuer la probabilité traitée. Par contre, le pourcentage de prairies, donc c'est des zones herbacées, on va dire, avait plutôt tendance à légèrement augmenter la probabilité de traiter les insecticides en insecticides. Alors maintenant, pourquoi finalement il y a eu ces effets? Alors on peut émettre pas mal d'hypothèses, hein, c'est ce qu'on a fait, et c'est là où ça serait intéressant aussi de continuer des analyses dans ce domaine-là. Donc pourquoi on aurait tendance à diminuer la probabilité de traiter en insecticide avec l'augmentation des vignes? Ben, potentiellement que les paysages finalement où il y a le plus de vignes, ben, c'est des zones pas mal de monoculture, mais c'est aussi très souvent des grandes exploitations qui ont tendance plutôt à systématiquement traiter pour pouvoir assurer une certaine productivité dans tout le paysage. Et donc potentiellement, on pourrait se retrouver avec nous, ce qu'on a qualifié d'une sorte de parapluie chimique, finalement, tout autour dans le paysage. Si tout est traité à peu près de la même manière, bah, finalement, ça aurait peut-être tendance à diminuer cette probabilité de traiter, et parce que ça a plutôt tendance à diminuer la probabilité d'avoir des ravageurs, de manière générale, dans le paysage. Le fait d'avoir plus de bois qui diminue la probabilité traitée, ici, bah, ça serait plus une question d'augmentation des ennemis naturels des ravageurs qui sont traités. Et du coup, c'est plutôt quelque chose d'assez logique par rapport à nous, ce qu'on attendait. Par contre, le fait que les prairies, ça augmente la probabilité traitée, bah, c'est potentiellement que les insectes qui sont traités dans les vignes retrouvent aussi des ressources. Donc ça, c'est aussi une hypothèse, hein, mais ils retrouvent aussi des ressources dans les prairies. Et donc finalement, ils arrivent à rester dans les paysages. Alors ça, c'est une hypothèse parce que en vigne, on retrouve des tordeuses, qui sont les insectes qui sont traités en vigne généralement. Et ces tordeuses, bon, bah, on sait qu'elles sont en vie, mais on sait qu'elles peuvent être aussi polyphages, donc manger pas mal de choses. À quel point elles peuvent retrouver des ressources dans les zones herbacées, pour le moment, ça reste assez flou, mais c'était une de nos hypothèses. Voilà, donc en résumé, quand on regardait les pommiers, on avait plutôt tendance à voir que l'augmentation des vergers en agriculture biologique dans le paysage s'était accompagnée de parcelles de pommiers qui étaient moins traitées en insecticides. Et pour les vignes, le fait d'augmenter les vignes ou les bois, ça avait plutôt tendance à diminuer la probabilité de traiter en insecticide. Par contre, le fait d'augmenter les prairies dans le paysage, ça avait plutôt tendance à augmenter la probabilité de traiter en insecticide. Donc voilà, ça c'était les résultats globaux de cette étude qu'on avait faite à l'échelle nationale. Maintenant, effectivement, on a quand même pas mal gardé cet aspect agriculture biologique. C'est-à-dire que dans le paysage, hein, on peut le découper en différentes composantes.
Et l'agriculture biologique, finalement, ça fait référence à plein de choses, comme quand on parle d'agriculture intégrée, raisonnée, il y a énormément de pratiques, finalement, très diversifiées au sein de ces différentes agricultures. Et ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est finalement de regarder un petit peu vraiment quelle pratique peut avoir des impacts. Donc ça, c'est des travaux qui continuent dans les laboratoires dans lesquels j'étais pendant ma thèse, donc à Avignon, donc PSH à Avignon et SAV à Bordeaux, où il y a des travaux qui continuent sur la cartographie des pratiques dans le paysage, donc pour aller un petit peu au-delà de cette distinction entre biologie conventionnelle ou raisonnée intégrée, et aller voir vraiment les pratiques, et voir à quel point certaines pratiques peuvent avoir des impacts sur la biodiversité, mais aussi dans l'idée, quand on parle de biodiversité, du coup aussi sur les ravageurs, sur les ennemis naturels, sur les ravageurs, et de fil en aiguille aussi sur l'utilisation des pesticides. Voilà, c'est tout pour moi, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ou si je suis passé un petit peu trop rapidement sur certaines choses. Merci en tout cas pour cette écoute. Merci beaucoup, Lucas, pour ta présentation. Et puis, merci beaucoup d'avoir fait l'effort d'essayer de tenir le temps pour qu'on réserve du temps pour les échanges avec les personnes qui t'ont écouté. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de questions. Donc, c'est un message direct à nos auditeurs. Si tout est limpide, c'est parfait. Mais si vous avez des questions ou de compréhension ou de discussion à poser à Lucas, n'hésitez pas à les faire apparaître pour que je puisse les faire remonter. Alors, bon, moi, Lucas, on se connaît un petit peu quand même. Je connais un petit peu ton travail, mais je vais quand même poser une première question sur ta méthodologie et en particulier, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi t'être appuyé directement sur des IFT et pas d'autres indicateurs de traitement. Et l'autre question, tu l'as évoqué un tout petit peu, mais pourquoi ne pas avoir intégré de système bio dans cette analyse? Oui, alors pour les IFT, du coup, c'est vrai que là, je présente les IFT parce que c'est une chose qui a été beaucoup utilisée dans le système agrociste. Donc là où j'ai récupéré toute l'utilisation des pesticides, en fait, c'était beaucoup dirigé autour des IFT, donc des calculs d'IFT, c'est comme ça qu'ils regardaient, notamment dans AgroSys, si au cours du temps, il y avait une diminution de l'utilisation des pesticides. Effectivement, Mhm. il y a pas mal d'indices qui existent, mais aussi des choses que j'ai pas du tout présentées, notamment dans ces travaux-là, où on regardait les IFT, mais on regardait aussi la première date de traitement, qui pouvait donner un indice si finalement Oui. il y avait euh, les ravageurs qui apparaissaient beaucoup plus tôt, les maladies qui arrivaient beaucoup plus tôt et du coup qui pourraient indiquer une forte pression. On a regardé donc le premier traitement, mais aussi l'étendue des traitements, donc le temps qu'il y a entre le premier traitement et le dernier traitement concernant les pathogènes ou les ravageurs. Et du coup, on a regardé ça. Alors, ce qui ressortait le plus, ce qui semblait être il y avait le plus de résultats, c'était l'IFT. Ouais. Mais ça fait partie des indices. Alors normalement, euh, voilà, il y avait ces résultats donc, que j'avais mis en annexe où on regardait un petit peu certaines informations dont j'ai pas trop parlé, euh, de caractéristiques dans le paysage que j'avais regardé. Et notamment, j'avais regardé donc les dates de premier traitement de fongicides, donc on voit à gauche, où, où on voyait qu'il y avait une diminution de la date de premier traitement, donc c'était beaucoup plus tôt, quand on augmentait la taille moyenne des parcelles de vignes dans le paysage. Donc c'est-à-dire que plus on a un paysage qui est composé de grandes parcelles, donc sans doute des grandes exploitations, et plus on a tendance à traiter tôt en fongicide. Donc voilà, ça Mhm. fait partie d'un résultat que j'ai pas trop présenté, mais voilà, il y avait pas mal de choses en plus dans ce papier-là. Et pour la deuxième question, alors effectivement, ça a été une grosse question d'utiliser, est-ce qu'on utilise conventionnel, biologique ou les deux? En fait, le travail était tellement gros de base juste pour dégrossir, parce que même si les bases de données sont quand même
très propres, hein. Effectivement, il faut se les approprier, il faut voir, nous, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on veut étudier précisément et mettre plein d'agricultures différentes, ça va complexifier beaucoup la modélisation après. Donc Hmm. nous, on s'était concentré sur conventionnel en partant du principe que c'était peut-être là où, dans certaines parcelles, il y avait des traitements qui étaient potentiellement plus dangereux. Alors, pas tous, et on peut discuter de l'agriculture biologique aussi, mais on s'était plutôt concentré sur ça parce que par rapport aux produits de synthèse qui peuvent avoir des effets relativement néfastes. Et Mhm. donc on avait préféré, parce qu'on ne pouvait pas faire les deux, parce que c'était assez compliqué. Du moins, j'ai commencé à faire l'agriculture biologique dans ce cadre-là, à la toute fin de la thèse, mais finalement, on n'a jamais pu vraiment valoriser ça parce que c'était très dense. Bah, du coup, on est parti de ce principe-là, donc sur l'agriculture conventionnelle uniquement. Ok, super, merci Lucas. Je cherche mes souris, voilà. Tu as parlé de données sur les haies dans les cartes, enfin dans les couches que tu as utilisées pour caractériser le paysage, mais finalement, est-ce que c'est un facteur paysager que tu as intégré dans l'analyse ou pas du tout? Oui, en fait, les haies, on a considéré que c'était des zones boisées. Alors là, les haies, c'est pareil, Ok. c'est des gros débats à chaque fois parce que, en fait, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Donc nous, on l'a fait en partant du principe que c'était des zones boisées. Donc c'est-à-dire que des paysages avec beaucoup de haies, on considère du coup qu'il y a pas mal de zones boisées. Mais on peut le considérer de plein de manières différentes. Et on aurait pu aussi le considérer comme des zones linéaires, donc plus associées. Donc là, j'ai parlé beaucoup de ce qu'on appelle la composition du Mm, paysage, donc c'est-à-dire le mm, pourcentage de vignes, le pourcentage de bois, voilà. Mais on peut parler aussi de configuration. Donc, c'est-à-dire, les haies, est-ce qu'elles sont plutôt longues, est-ce qu'elles sont plutôt dirigées dans un certain sens, quelle est la taille moyenne des parcelles, etc. Donc là, c'est plus de la configuration. Et les haies, on aurait pu aussi les associer plutôt à la configuration et associer ça à des hypothèses de dispersion, par exemple. Donc, ce qu'on n'a pas fait, mais qui, dans certains travaux, est fait aussi comme ça. Donc les haies, ouais, c'est assez particulier. Nous, on les a mis en tant que zone boisée, ouais. Il y a plein de manières de faire. Oui, en effet, parce que j'imagine que l'effet en écologie du paysage, l'effet d'un linéaire avec une grande surface de contact entre deux milieux n'a pas du tout le même effet que deux Oui, surfaces importantes. oui. Et tout ce qui est du coup connectivité du paysage, Ouais. là, Mm. il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Ok, merci Lucas. Il y a une autre question sur la diminution des IFT insecticides en pommier. Est-ce Mhm. que la tendance peut être affinée régionalement avec des variétés fortes, faibles entre les régions de production sur la proportion de bio dans le paysage? Est-ce que les Bah, zones de production, alors attends, est-ce que les zones de production de pommiers sensibles à des ravageurs sont les mêmes, voilà, quand il y a beaucoup de bio? ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait étudier plus en détail parce que c'est ce qui, évidemment, comme dans n'importe quelle étude, il y a toujours pas mal de petites limites qu'il faut Mm, garder en tête. Et mm, effectivement, c'en est une. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment pu étudier dans le paysage quelles étaient les différentes variétés. Dans les systèmes de culture, c'était plutôt homogène, c'était globalement les mêmes variétés, mais il peut avoir quand même des variétés un petit peu différentes. Donc celles qui sont résistantes ou pas, ça peut avoir un impact qui peut être très important à prendre en compte. Et c'est pour ça que notamment tous les travaux qui peuvent se faire au-delà des travaux que j'ai présentés, bah, c'est notamment les cartographies des différentes variétés. Donc c'est-à-dire, il y en a qui sont associés effectivement au bio, d'autres pas. Mais au sein du bio, par exemple, il peut y avoir différentes variétés utilisées qui sont plus ou moins résistantes, généralement plutôt résistantes. Mais c'est aussi une question de recherche. C'est-à-dire, littéralement, bon, quand on augmente ça dans le paysage, comment ça peut évoluer? Et ça c'est une suite des travaux de thèse ouais, qui est vraiment hyper intéressante à pouvoir faire.
Mais du coup, dans ces travaux-là, c'est pas une chose qu'on a pris spécialement en compte. On a fait une distinction assez dure finalement Hmm, de juste est-ce que c'est bio ou pas. ouais, Mais effectivement, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà et regarder ouais, les tout à pratiques, fait. quoi. Ouais, très bien. Et tu as parlé du coup dans la présentation des résultats, notamment sur les IFT insecticides pour la vigne, tu as beaucoup parlé des tordeuses. Ouais. Et du coup, c'est la question de Brice, et puis je me suis posé un petit peu la même. Enfin voilà, comment tu as intégré les traitements obligatoires contre la cicadelle de la flavescence dorée? Est-ce que tu les as pris en compte? Est-ce que ça concernait une grande proportion des parcelles, enfin des systèmes de culture que tu as étudiés? Est-ce que tu distingues des effets paysagers? Enfin, voilà, est-ce que tu es parti du principe que le bioagresseur principal de la vigne, finalement, c'était la tordeuse et tu assois tes résultats là-dessus, ou est-ce que tu as distingué deux types de résultats? Alors là, c'est là où justement j'avais travaillé en collaboration avec différentes personnes qui faisaient de la thèse. Et c'est notamment cette personne qui avait séparé, du coup, dans les insecticides obligatoires, donc cicadelle de la flavescence dorée, de ceux qui ne l'étaient pas, si je dis pas Mhm. de bêtises, si je me souviens bien. Et du coup, là, normalement, c'était juste les insecticides tordeuses, plutôt que ceux qui étaient... donc, il me semble pas que ça prenait en compte les insecticides, enfin les traitements obligatoires de la flavescence dorée. D'accord. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette information, en effet, parce que du coup, ça peut malgré tout probablement avoir une incidence sur les taux d'infestation, enfin, suivant les molécules qui sont utilisées pour traiter la flavescence dorée. Oui, Tu vois, ça peut aussi être une variable explicative finalement, suivant que les systèmes de culture suivis sont en zone de traitement obligatoire ou non. Peut-être qu'ils ne sont pas traités pour les tordeuses, mais que, en fait, par défaut, il y a un insecticide à spectre large qui est appliqué, tu vois, pour des raisons réglementaires, et ça peut avoir un oui, effet aussi. Donc ça oui. n'a pas forcément été intégré. Et c'est là où justement il y a toute cette question de l'effet du paysage de manière générale. C'est-à-dire que nous, évidemment, on fait des hypothèses un peu fortes de le paysage a un effet sur les insecticides, sur les fongicides, mais il faut pas oublier que finalement, ce que j'ai pas dit, mais que nous, on s'attend à un effet du paysage. Donc déjà, cet effet du paysage, il est jamais extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en regardant un peu, moi, de ce que j'ai pu faire dans la thèse, on va de... L'effet du paysage peut avoir un effet sur 10, 15, voire grand maximum 20% des IFT, ce qui est déjà beaucoup. Donc déjà, il faut remplacer ce truc-là que l'effet du paysage, c'est un effet qui Hmm. est globalement moyen, voire un petit effet. Bon, c'est important quand même parce que c'est un levier très important pour la diminution des pesticides, mais c'est pas... c'est jamais des gros effets. Et ça veut dire qu'aussi on considère que notre effet du paysage, il a un effet, mais du coup ça veut dire qu'il aura un effet sur la part qui est variable de l'utilisation des pesticides. Parce qu'on sait Hmm. pertinemment aussi que forcément qu'il y a des traitements obligatoires, qu'il y a des traitements qu'on va faire par habitude parce qu'on sait qu'il a plu, alors du coup il va falloir traiter dans 2 jours ou quoi, parce que justement on sait que ça va arriver. Donc ça veut dire que cet effet du paysage, il a un effet uniquement sur une partie variable. C'est Hmm. sur cette partie variable où les agriculteurs, les agricultrices se disent, oula, enfin, vont faire en fonction de ce qui se passe dans la parcelle, mais il faut garder en tête qu'effectivement, il y a des choses qui se font de manière un peu automatique ou obligatoire, et que on sait que le paysage, du coup, n'a pas d'effet sur ces traitements-là. Ok, merci. Alors là, j'ai une petite série de questions d'un viticulteur qui se trouve dans le Bordelais, Mhm. qui est Victor. Et donc, il pose la question, je ne sais pas si tu connais bien le vignoble dans la région de Bordeaux, Lucas, mais du coup, dans le Bordelais, on dit qu'il y a assez peu de vers de grappe Ouais, dans l'entre-deux-mers, en opposition au Saint-Émilionnais ou au Médoc. Et donc, la ouais. question de Victor, c'est est-ce que, d'après toi, c'est lié à une plus forte biodiversité présente dans l'entre-deux-mers? C'est pas tout à fait en ligne avec tes résultats, mais plutôt avec les éléments de discussion. Est-ce que tu penses que Ouais. c'est un facteur important?
Bah, en fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est que il peut avoir ce côté, effectivement, que les paysages, alors si on garde en tête ces paysages, il peut avoir le fait que les paysages sont un peu différents. Est-ce que c'est des zones qui sont un peu plus entourées notamment de zones boisées, de forêts, etc. Donc il peut Hmm. avoir un impact de ça, mais il peut, et qui n'est pas forcément négligeable, mais qui n'est pas forcément aussi l'effet le plus fort. Et il peut aussi avoir potentiellement si alors il y a des cépages qui sont différents, s'il y a des pratiques qui sont un petit peu différentes, aussi il peut avoir pas mal d'effets à ce niveau-là. Alors je ne sais pas si suivant les zones, il y a beaucoup plus de biocontrôle qui est utilisé contre les vers de la grappe ou pas. Mais je sais que globalement, ce qui a le plus d'impact, ça va être les pratiques. Et du coup, avoir les différentes pratiques, qu'est-ce qui diffère entre les deux zones? Plus, effectivement, l'effet du paysage. Donc, est-ce que il y a des différences de paysage entre les deux zones? Est-ce qu'il y a une zone qui est un peu plus entourée de forêts, de bois, Hmm. de haies? Donc, nous, dans les résultats et dans ce qu'on a pu voir aussi tout au cours de la thèse, c'est que globalement, le fait quand même d'avoir des zones boisées, ça a plutôt tendance à diminuer tout ce qui est insecticide, que ce soit en vigne ou en pommier. Globalement, c'est un peu ce qu'on trouvait. Les prairies, c'est un petit peu plus compliqué. Parfois, Hmm. les résultats ils diffèrent, mais il y a un truc qui ressort quand même pas mal, c'est ces zones boisées. Alors, à Surtout pour voir les maintenant tordeuses, si ouais. c'est lié à Hmm. ça. Ok. Oui, tu disais que c'était à la fois une question de régulation biologique et puis de ressources alimentaires pour Ouais. les phytophages. Ok. Et une deuxième question de Victor qui Mhm. se demande si les vignes avec des couverts végétaux peuvent s'apparenter à des vignes juxtaposées à des parcelles de prairies. Est-ce que du coup, enfin voilà, est-ce que tu penses que les couverts végétaux dans des parcelles de vignes sont un facteur favorable pour la gestion des vers de grappe finalement? Bah ça, c'est une grosse question et que j'aurais bien voulu traiter pendant la thèse et que j'ai pas vraiment pu. Mais effectivement, cette question du couvert végétal, je pense qu'elle est hyper importante et il y a beaucoup de recherches dessus en fait sur ces couverts végétaux parce que c'est des grosses questions. Moi, effectivement, dans mes travaux, je montre que bon, on a plutôt tendance à augmenter la probabilité de traiter quand on a des prairies autour. Maintenant, à voir si tout ce qui est enherbement au sein de la parcelle a cet effet ou pas du tout. Je sais que globalement, on dit dans la littérature scientifique qu'en augmentant l'enherbement, on a plutôt quand même tendance à augmenter les ennemis naturels et donc plutôt tendance à diminuer les ravageurs. Et Hmm. donc, à quel point ça a un impact fort sur l'utilisation des pesticides, ça, c'est des choses où parfois le parallèle est pas toujours fait parce que très compliqué à faire. Mais globalement, euh, il y a plus d'ennemis naturels. Donc maintenant, à voir voilà, comment ça se montre dans l'utilisation des insecticides. Et j'avoue que j'aurais bien aimé le faire, moi, dans mes analyses, mais on n'avait pas forcément l'information à chaque fois sur cet Hmm. enherbement. Ouais. Mais je pense que c'est très, très important à prendre en compte. Et c'est une très bonne question, du coup. À voir. Je sais que ça augmente les ennemis naturels, mais à quel point, ça, c'est à Oui, voir. et puis c'est Mais probablement aussi très variable en fonction du mode de conduite de ce couvert végétal, en fait, oui. Ah oui, il y a plein de choses, mais je sais qu'il y a pas mal il y a pas mal de littérature. d'expérimentations quand même sur ce genre Hmm. d'informations, parce que c'est hyper intéressant et ça pose pas mal de questions, ouais. Ça c'est sûr. Euh, Alors, si je reprends la dernière question posée par Victor, j'espère que je vais bien reformuler ton propos. Donc, tu as parlé de l'effet de la proportion de bio sur les probabilités d'appliquer des insecticides en pommier, Mhm. pas en vigne. Ouais. Enfin, voilà, comment tu expliquerais ça, du coup? Qui est un effet en pommier mais pas en vigne. Ouais. Bah, Enfin, du coup, c'est là, bien ça, hein, c'est bien ça que tu nous as dit, Lucas. Tu montres un oui, oui, effet de la complètement. proportion de bio. Ouais. Alors, et quand on parle de proportion de bio, on est bien d'accord que c'est proportion
de pommes ou de vignes bio. On n'intègre pas forcément d'autres systèmes de culture. Ça, c'est peut-être une information importante aussi Oui, à... exactement. Peut-être c'est une chose que j'ai pas Mm, bien formulée, mais effectivement, c'est pour les pommiers, c'est vraiment les vergers. Alors, pour les pommiers, c'est verger, d'ailleurs. C'est pas les pommiers, c'est les vergers, de manière ouais, générale. Même si ok. les zones où on est, c'est plutôt des zones de vergers de pommiers, mais il y a d'autres choses. Pour les vignes, on a eu l'information vraiment sur la vigne. Donc, ça va être, quand on est dans notre commune, on a, je vais inventer, mais on va dire, on a 10 hectares de vignes. Quelle est la proportion qui est en agriculture biologique? Dans l'idée, c'est ça vraiment qu'on a mis dans notre modélisation. Ouais. Alors maintenant, pourquoi il y a des effets différents? Eh ben, je pense que ça vient beaucoup des paysages qui sont globalement différents en fait entre les vignes et les pommiers. C'est-à-dire que les pommiers, ils sont dans des paysages beaucoup plus diversifiés déjà, que les vignes Mm, peuvent être dans des, alors pas toujours, hein, mais peuvent être dans des paysages qui sont beaucoup plus de monoculture. Du coup, ça entraîne quand même des effets qui peuvent être globalement différents. C'est-à-dire que euh, est-ce que le fait d'être en monoculture va amener certaines choses qui peuvent être contrecarrées par le fait qu'il y ait beaucoup de bio ou pas? C'est mm, là où c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ça vient essentiellement du fait que c'est pas du tout les mêmes paysages qu'on retrouve entre les pommiers et les vignes. Maintenant, je pense que c'est toujours important de préciser aussi, moi je présente ces travaux-là, mais c'est un article, donc avec des résultats, mais c'est hyper important de garder en tête que un article, c'est des indices pour comprendre quelque chose, mais c'est hyper important de voir l'ensemble de ce qui a été fait dessus pour voir globalement, est-ce qu'on a plutôt une tendance à augmentation, à diminution, quoi que ce soit. Donc un article, c'est un indice, mais un article, c'est pas la vérité absolue. mm, Donc, je pense que c'est bien de remettre ça au regard de travaux, potentiellement ceux qui ont été faits, ceux qui vont être faits dans le futur, et voir si on retrouve aussi ces mêmes résultats. Parce que moi, j'utilise certaines données d'une certaine manière, que j'ai récupérées d'une certaine manière, que j'ai modélisées d'une certaine manière, et c'est comme ça que j'obtiens ces résultats. À mm. voir maintenant avec beaucoup plus de diversité de modélisation, de données, etc. Est-ce qu'on retrouve la même chose? Ça, c'est une bonne question. Ok, bon, je vois qu'on s'approche de la fin, donc je vais peut-être... il y a encore une petite question. Est-ce qu'on peut réutiliser facilement les méthodes que tu as employées pour calculer le profil climatique, le paysage moyen? Voilà, alors je comprends que du coup, bah, si la personne souhaite suivre la démarche méthodologique que tu as engagée, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible? Oui, globalement, c'est-à-dire que pour les bases de données climatiques, c'est des choses qui sont accessibles, mais il faut faire la demande à l'UMR Agroclim, donc qui Mhm. récupère les données de Météo France. Et ensuite, bah, c'est de la modélisation. Alors, c'est sur un outil, un logiciel qui s'appelle R, Ouais. pour celles et ceux qui connaissent. Après, faire ces profils climatiques via une ACP, c'est des choses qui sont assez simples si on connaît R. Hmm. C'est toujours ça le problème. Donc ça va, on peut récupérer assez facilement. Pour le paysage, c'est forcément un peu plus compliqué. Moi, j'ai mis des scripts, enfin, j'ai créé des scripts pour récupérer différentes bases de données que j'avais chargées pour pouvoir les mettre ensemble. Donc ça, c'est un travail qui est beaucoup Ouais, c'est un peu plus... lourd. Ouais, c'est très lourd parce qu'effectivement, il faut récupérer le paysage autour de toutes les parcelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est lourd. Mais en fonction des connaissances, en fonction du temps et en fonction de ce qu'on recherche, c'est faisable, mais c'est un certain travail Ouais, ouais, c'est sûr. de recherche, quoi. 3 ans en moyenne. Oui, Un voilà, petit c'est peu moins. c'est exactement T'as ça. quand même pas mal débroussaillé le sujet. Ouais. Merci beaucoup, Lucas. Et du coup, enfin, moi, j'ai une dernière question parce que dans notre idée, la chaire agriculture biologique contribue à la diffusion de connaissances scientifiques, mais elle le fait aussi pour les entreprises, pour les instituts techniques. Et du coup, si on souhaite s'approprier tes résultats de recherche dans une perspective de transition, Mm. enfin voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on peut, quels sont les 2 messages clés que tu voudrais faire passer finalement pour qu'on puisse s'appuyer sur tes travaux dans une perspective d'accompagnement du changement de pratique? Alors, moi, de ce que j'ai vu dans tous les travaux que j'ai faits au niveau de l'effet du paysage,
Donc sur cette distinction un peu forte là de agriculture Mm. bio ou non bio, c'est que globalement le fait d'augmenter l'agriculture biologique dans le paysage sera, c'est pas forcément négatif. Alors on a trouvé que des fois c'était plutôt plus positif ou que ça avait pas d'effet. C'est généralement ça les travaux, les résultats des travaux de thèse. Donc globalement, ça veut dire que avec mes analyses, avec mes données, on voyait que le fait d'augmenter l'agriculture biologique dans le paysage, au pire, entre gros guillemets, ça n'avait pas tendance à augmenter l'utilisation des pesticides dans la parcelle. Donc ça, je pense, c'est le point important parce que je sais que on voudrait peut-être que ça soit positif ou négatif ou des choses comme ça, mais globalement, nous, on trouvait que ça n'avait pas forcément un effet qui se voyait assez pour que ça soit un effet significatif. Maintenant, c'est dans la distinction agriculture biologique ou non biologique. Et je pense que c'est important de rester aussi, enfin de continuer vers des idées vraiment plus de pratiques spécifiques dans le paysage. Donc, comme je disais à la fin, là, pour les conclusions, et, et, euh, et voir maintenant bon, ben, comment ça va se passer en fonction des différentes pratiques, comment l'utilisation des pesticides évolue, notamment dans le Mm. paysage, mais vraiment en fonction des pratiques, et pas forcément cette distinction bio ou non bio, mais certaines pratiques, notamment dans le bio, parce que je pense que c'est important d'étudier ça un peu rapidement et voir les conséquences positives, négatives, mais les conséquences, les étudier assez rapidement. Ok, Voilà. super. Ben, merci beaucoup, Lucas. Merci encore de t'être rendu disponible Merci beaucoup. cet après-midi et puis pour la préparation aussi, parce qu'on a pas mal discuté en amont de ce webinaire. Donc, un grand merci à toi pour ta disponibilité. Un grand merci aux personnes qui nous ont écoutés aussi cet après-midi. On vous donne rendez-vous le 10 avril. Pour la prochaine édition, on accueillera Ulysse Godaré avec un format un petit peu différent puisque ce sera plutôt une discussion assez ouverte sur la transition agroécologique et le climat, et donc la vaste équation du bio, quel compromis rechercher. C'est voilà, un travail très intéressant aussi que Lise va nous présenter. Le webinaire présenté par Lucas sera très prochainement disponible en replay sur la chaîne YouTube de la chaire Agriculture biologique. Merci Lucas, merci à tout le Merci monde et beaucoup. passez une très bonne fin de journée. À bientôt.